Et pour notre deuxième session, c'est rien de moins qu'un monument français qu'on s'attaque, Gustave Eiffel, ce visionnaire que vous ne connaissez pas. Ingénieur, bâtisseur, rêveur, entrepreneur, à l'opposé des images d'Épinal largement véhiculées dans les films, Gustave Eiffel aura marqué son époque par la multiplicité de ses ouvrages et de ses talents. Loin du simple constructeur de la tour parisienne ayant fait sa renommée, Gustave Eiffel est l'homme de dizaines de projets, dont nombre dans le sud de la France. Merci d'accueillir avec chaleur Marc Rumeau, président de la Société des ingénieurs et scientifiques de France, Bertrand Lemoine, architecte des PLG, ingénieur et historien français, directeur de recherche honoraire au CNRS, ancien président de l'Académie d'architecture, et Étienne Gernel, tout simplement, mais c'est bien déjà, directeur du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Alors on va parler un peu de Gustave. Gustave Eiffel, qui n'était pas, contrairement à ce que pensent certains, l'inventeur de la petite boule à neige avec la tour Eiffel à l'intérieur. Ouais. Ça n'était pas sa fonction, mais l'histoire de Gustave Eiffel raconte beaucoup de choses sur nous, sur la société, sur l'industrie, sur la science, sur notre rapport aux ingénieurs, au métal aussi. Mais j'ai envie de commencer directement par ça. C'était qui Gustave Eiffel derrière la boule à neige? Alors, derrière la boule de neige, Gustave Eiffel, d'abord, c'est un ingénieur, école centrale, Paris. Et moi qui suis aujourd'hui président de l'Association des ingénieurs scientifiques de France, je peux m'honorer que ça a été un de mes prédécesseurs, puisqu'il a été président de notre association dans les années 1890 de mémoire, ou 94. Comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut surtout pas réduire Gustave Eiffel à la tour Eiffel, parce qu'en fait, d'abord, ce n'est pas son premier ouvrage, loin s'en faut, et qu'en fait, pour moi, c'est d'abord un précurseur, un inventeur, un innovateur et un aménageur. Quand il fait le viaduc du Gabarit dans le centre de la France, eh bien, c'est un premier exemple de connexion du nord au sud, et qui a permis de faciliter la communication entre les hommes et le commerce. À la limite, si vous regardez, c'est ni plus ni moins ce que fait aujourd'hui le pont de Millau. Ça, c'est une chose. Et alors, deuxième chose, c'est qu'il a aussi une composante très internationale, puisque sous la signature d'Eiffel, évidemment, il n'a pas tout fait, mais c'était lui le patron de la boîte. Il y a à peu près 500 ouvrages répertoriés dans le monde qui sont attribuables à Eiffel ou au cabinet d'Eiffel. Et partout dans le monde, aussi bien en Asie, aux États-Unis, en Europe de l'Est, bien sûr en France, et dans notre belle région, puisque pas loin d'ici, il y a un magnifique pont ferroviaire, puisqu'il a accompagné aussi le développement du chemin de fer. Du côté de Grasse, il y a un magnifique pont. Peu de gens le savent, et ça mérite de s'y arrêter. Bertrand Lemoine, pour vous, c'était qui Eiffel? Eiffel, c'est une figure c'est presque mythique aujourd'hui, avec la tour qui porte son nom. C'est très rare dans les bâtiments que un monument ou un bâtiment porte le nom de son architecte ou de son constructeur. Pas de son concepteur, parce qu'Eiffel n'a pas conçu la tour, ce sont ses deux principaux ingénieurs. Il était à la tête d'une entreprise de construction métallique qu'il avait fondée très jeune, d'ailleurs à l'âge de 32 ans. Bel exemple aujourd'hui de start-up, on dirait, parce qu'il a fondé ça avec des capitaux assez limités, et puis il a développé son entreprise au point de la rendre capable de construire la tour la plus haute du monde, 300 mètres de hauteur à l'époque. Et encore aujourd'hui, cette tour nous surprend, nous émerveille. Mais c'est un peu l'arbre aussi qui cache la forêt de toutes ces réalisations antérieures, parce que pour construire une tour comme ça, qui était vraiment un chef-d'œuvre de l'ingénierie et de l'art de bâtir à cette époque, en 1889, il fallait déjà avoir 30 ans de carrière derrière soi en ayant construit de nombreux ponts. On a parlé du de Garabie, beaucoup de bâtiments, on a vu la gare de Pest, par exemple, des structures assez innovantes. La Statue de la Liberté qu'on voit défiler ici, elle est tenue par une ossature conçue par Eiffel. Et puis ici, à Nice, on a ce superbe observatoire qui, avec sa coupole métallique, qui flotte en fait sur un bassin annulaire, ce qui fait qu'on peut la faire bouger avec une petite manivelle. Donc beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations, beaucoup d'audace aussi, de courage même, parce qu'il fallait se lancer parfois des entreprises périlleuses, y compris loin de ses bases. La base d'Eiffel, c'était une usine qu'il avait créée à Levallois-Perret, près de Paris, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, et qui lui a permis donc d'essaimer à travers le monde, d'expédier y compris des petits ponts qu'on appelait portatifs, c'est pas parce qu'on pouvait les porter, parce qu'ils étaient composés d'éléments qui faisaient 150 kilos, donc on pouvait porter à 3 ou 4 hommes et qui pouvaient les déplacer et les assembler très rapidement. Et il en a exporté de très nombreux, y compris en Indochine, en Afrique, un peu partout. Donc on voit aussi un entrepreneur avisé. Et puis n'oublions pas qu'une facette d'Eiffel un peu méconnue, c'est celle du savant et du mécène de la science. Après 1893, il s'est retiré suite
au scandale de Panama dans lequel il était tout à fait injustement impliqué. Il s'est retiré des affaires de la construction et il s'est voué à une carrière de savant. De savant, non pas de théoricien, plutôt d'expérimentateur. Il était l'un des pionniers mondiaux de 2 domaines, la météo et l'aérodynamique, en construisant notamment une soufflerie qui existe toujours rue Boileau à Paris. Et il s'est non seulement impliqué jusqu'à sa mort le 27 décembre 1923, donc il y a bientôt 100 ans exactement, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et qu'on le célèbre, y compris à travers l'exposition que vous avez pu voir ici à l'entrée, mais il a été un savant impliqué, en allant tous les jours dans son laboratoire, et en même temps un mécène. Il disait par exemple aux constructeurs d'avions de l'époque, vous pouvez venir faire vos essais gratuitement chez moi, tester des maquettes d'avions, des maquettes d'hélices, d'ailes, etc., à une seule condition, c'est que tous les résultats soient rendus publics. Et c'est moi qui vais les publier, qui vais financer la publication. C'est l'inventeur de l'open source ? Open source, et pour lui c'était absolument naturel. Vraiment. Parce qu'il avait bien sûr une confiance, je dirais presque une foi, mais ce serait peut-être un peu excessif comme terme, mais en tous les cas, c'était un homme de science. Il avait d'ailleurs inscrit sur la tour Eiffel, au premier étage, le nom de 72 savants français récemment du 19e siècle. Il l'avait juste précédé pour dire, si j'ai pu faire cette tour, c'est aussi grâce à tous ceux qui m'ont précédé, et je veux moi-même contribuer à cette avancée des sciences. Voilà, je voulais ajouter sur la partie aérodynamique, aéronautique, il y a une très belle adresse que j'ai retrouvée moi, dans le bureau que j'occupe maintenant, qui est signée de Louis Breguet, 1924, janvier, donc c'est très peu de temps après la mort, et par lequel il adresse les remerciements de la profession de l'aéronautique à Eiffel pour les avoir aidés à faire progresser l'aviation française à partir de 1909, et en particulier au travers de cette magnifique soufflerie qui existe toujours et qui est toujours utilisée par les industriels du monde entier. Oui, alors plus pour les avions, parce que les avions un peu plus pour les avions, bien sûr, qu'à l'époque, mais oui, bien sûr, c'est un outil très très précieux. Mais est-ce que Eiffel correspond, parce que c'est ce qui nous fascine aussi, parce qu'il correspond à une époque où on pensait pouvoir réellement changer le monde par la science. Est-ce que cette conviction-là ne s'est pas un peu érodée avec des gens qui nous croient moins au progrès? Est-ce que c'est l'histoire d'Eiffel et l'histoire de la croyance dans le progrès? Moi, je peux répondre déjà, si je regarde les débats qu'il y a eu à l'époque sur la tour Eiffel, je vous rappelle qu'elle devait être construite et déconstruite à la fin de l'exposition. Et puis pendant la construction, c'est lui qui l'a sauvée. Ouais, c'est lui qui l'a sauvée d'une part, et deuxièmement, il y a eu des débats à perte de vue justement sur cette propre construction. C'est plus de 300 mètres, c'est nouveau, c'est du métal, ça ne va jamais tenir. Force est de constater, c'est que ça tient bien, c'est bien entretenu, bien sûr, et que c'est une source infinie d'innovation. J'ai l'habitude de rappeler, parce que j'ai eu la chance de visiter moi les pieds de la tour, hein, c'est assez intéressant à voir, c'est que les ascenseurs de l'époque étaient manœuvrés par des pistons qui se trouvent dans les pieds de la tour, et les ingénieurs que nous sommes, on dit, tiens, des pistons, et donc il y a de l'huile, comment ils ont fait? En fait, il n'y a pas d'huile, il y a de l'eau. C'est des pistons à eau. Et on revient à ce qui se passe ici à l'observatoire, où vous avez le dôme qui est posé sur un lit d'eau, et qui fait qu'en fait, je vais exagérer, on pourrait presque le tourner avec la main. En fait, il y a une petite manivelle. Voilà. Donc tout ça, c'est l'innovation d'Eiffel. Alors, pour revenir au fond de votre question, j'ai envie de vous dire, nous, plus récemment, on s'est collé à un principe de précaution, qui est devenu un principe d'inaction. C'est-à-dire qu'on s'interdit beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'avec tout le bon sens, en particulier de la science et des ingénieurs, on pourrait aller un peu plus loin, un peu plus vite dans certaines choses. L'autre paradoxe, et j'ai un architecte à ma gauche, c'est que c'était le roi de la construction métallique. Les bâtiments en France ne sont pas en construction métallique. On est passé au béton très tôt. Je rappelle qu'on est passé au béton armé. Ouais. Donc avec des armatures en acier dans le béton, sinon ça ne tiendrait pas. Voilà, exactement. C'est une autre forme de construction mixte, composite, on peut dire. Mais il y a aussi la construction métallique qui subsiste tout de même en France et dans le monde d'ailleurs. Voilà. Non, mais je fais surtout le parallèle avec New York. Voilà, quand on construit à New York, on est en construction métallique. La seule tour française qui soit en construction métallique, c'est la tour Montparnasse. Oui, il y en Il y en avait d'autres. Ouais. Enfin, voilà. Alors, ceci étant, Eiffel, il a diffusé, lui et sa structure, un peu partout. Quand vous allez dans Paris, et quand vous connaissez un peu le sujet, vous êtes surpris de voir des structures Eiffel un peu partout. Ça, c'est l'observatoire. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. C'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Magnifique. Pour les Niçois qui sont dans la salle, et je pense qu'ils sont majoritaires, faites un tour à cet observatoire. Au-delà de la vue magnifique sur la baie des Anges, l'observatoire en lui-même, ça vaut le détour. Je dirais qu'on devrait emmener toutes les écoles dedans pour les faire rêver.
Alors, est-ce que Eiffel n'est pas aussi le symbole de cette malédiction ou bénédiction, je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens, de l'architecture, c'est-à-dire qu'on peut trouver quelque chose atroce, une construction absolument atroce, un bâtiment absolument atroce, et puis après le révérer comme si c'était une icône ou une relique. C'est intéressant quand même le travail du temps. Oui, alors déjà, Eiffel, on le regarde maintenant avec quand même une certaine distance chronologique. Et finalement, cette tour, par exemple, qui a été décriée, non pas par l'opinion publique à l'époque, mais par les artistes, les grands artistes de l'époque, Charles Garnier, l'architecte de l'opéra, Gounod, un musicien, Maupassant, l'écrivain, le comte de Lille, Sully Prudhomme, etc. Donc des grands artistes de l'époque l'ont critiqué, l'ont vilipendé avec des termes très violents, qu'aujourd'hui peut-être on se trouverait même surprenants dans la presse, parce qu'ils protestaient contre le fait qu'une structure de caractère industriel, et c'est vrai qu'elle est métallique, elle est sans apprêt particulier, elle se donne à voir pour sa structure et sa forme même, d'ailleurs est dictée par des considérations de résistance au vent horizontal qui pourrait la renverser. Et cette structure dite industrielle, elle choquait peut-être un certain nombre d'artistes, d'autant plus qu'elle était destinée à rester 20 ans. Donc on disait, pour l'expo, une attraction de foire, ok, mais si ça doit durer 20 ans, c'est peut-être un peu gênant pour le paysage de la beauté de Paris qui venait d'être bouleversé. Paris sortait, était même en pleine transformation haussmannienne ou post-haussmannienne qui avait donné un nouveau visage, une nouvelle beauté à Paris. Eiffel, il est donc produit aussi de l'industrie de son siècle. Il est né en 1832, au moment où la révolution industrielle démarre en France, avec pas mal de retard par rapport à l'Angleterre. Et au fond, il a accompagné ce mouvement un peu jules vernien, disons, de construction, au sens propre du terme, et de construction d'un monde nouveau, d'une société nouvelle, d'usages nouveaux, de besoins nouveaux, de sociabilité nouvelle aussi, qui apparaissent au 19e, qui sont issus de la société industrielle, de la révolution industrielle, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, même si on n'a plus la même foi peut-être, ou la même confiance, disons, dans les bienfaits du progrès technique, donc progrès matériel, donc progrès social. On en a vu aussi certaines limites. On est quand même dans une époque, tout de même, où la technologie, tout le monde, je vois la moitié des gens avec un téléphone dans la main, ou probablement 100% des gens ici ont un téléphone dans la poche, qui est quand même un concentré de haute technologie. On vit aussi avec cette technologie, sans même s'en apercevoir. Elle est plus peut-être dans les communications, mais on continue à construire des bâtiments, on continue à construire des ponts, des ouvrages, etc. Et d'ailleurs, j'aime bien le sous-titre du colloque, La ville du futur est déjà là. Oui, parce que dans 30 ans, la plaine du Var va certainement continuer à changer, mais beaucoup de ce qu'on a autour de nous sera là. Donc on est peut-être dans une perception maintenant moins axée sur le renouvellement accéléré, la nouveauté, les constructions extraordinaires, que dans l'idée qu'il faut aussi gérer, aménager, transformer, adapter ce qui existe. Et au fond, la ville de demain, c'est en grande partie déjà physiquement tout simplement la ville d'aujourd'hui. Et ça le sera d'autant plus qu'on a conscience qu'il faut être durable. Et durable, ce n'est pas seulement dans les ressources, dans l'énergie, c'est durable aussi dans nos villes. Savoir gérer le capital urbain, et notamment les villes européennes. Je plaide beaucoup pour les villes européennes qui sont quand même fantastiques, incroyables, qui ont gardé, pour beaucoup, un caractère, y compris de résilience, d'adaptation, assez étonnant. Les Chinois et les Américains, quand ils viennent en France et en Europe en général, ils sont toujours étonnés d'y trouver des traces du passé. Oui, mais c'est un passé vivant. Je prends un immeuble haussmannien, dit haussmannien, ou un immeuble comme on en a à Nice, construit mettons, en 1880. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de chauffage central. Il y a tout ça maintenant dans la plupart de ces immeubles. Mais on y vit, et on y vit aujourd'hui. Et on n'y vit pas comme si on vivait dans le passé avec des chapeaux de forme et puis des costumes 3 pièces, etc. Non, on y vit parce qu'on les a adaptés, transformés à nos besoins, à nos exigences contemporaines. Alors, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que l'un des sujets, parce que quand on pense à Eiffel, évidemment, on pense à l'ingénieur, c'est la figure de l'ingénieur. Est-ce que cette culture-là s'est perdue? Est-ce qu'on a assez d'ingénieurs? Est-ce qu'on a encore assez la culture de l'ingénieur? Alors, le CNAM s'installe ici, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai d'une famille d'ingénieurs, j'ai que ça dans ma famille, je suis le seul à ne pas savoir faire de maths. Et bah oui, parfait. Bah oui, quand on rate tout, au bout d'un moment, on devient journaliste. C'est comme ça que ça se passe. Et on rate des marches, voilà, je rate même des marches. Est-ce que c'est pas l'un des grands sujets pour nous? C'est la culture de l'ingénieur, et j'ajoute un codicile. Est-ce qu'on n'a pas un énorme problème avec le nombre de femmes dans les études d'ingénieurs et dans les entreprises d'ingénieurs? Alors, réponse oui.
Gros problème, et problème qui s'améliore Jusqu'à pas. cette table d'ailleurs. Hein, Mais- qui ne s'améliore pas, oui. En plus, les dernières réformes, dont celle du baccalauréat, n'a fait qu'empirer la situation. Il y a aujourd'hui, en gros, 26-27% de femmes ingénieurs parmi la population. Très faible, ouais. C'est quand même très faible. Alors, les optimistes vous diront que c'est quand même le double de ce qu'il y avait il y a 20 ans, 20-30 ans. Le seul problème, c'est qu'avec cette réforme dont je parle, la réforme du bac, alias Blanquer, on est revenu à peu près au niveau de 2005-2010. Et c'est dommage parce que les filles en terminale, c'est 52% de l'ensemble des élèves. Donc ça veut dire qu'on est en train de se couper joyeusement d'un vivier très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est dans une logique de réindustrialisation, peu importe ce que ça veut dire, à l'horizon 2030 et au-delà. Aujourd'hui, on produit en moyenne 45 à 47 000 ingénieurs par an. Il en faudrait d'ores et déjà 65 000. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui sortent, c'est que le marché du travail est simple, puisque 83-84% des diplômés du mois de juin sont en CDI au mois de septembre et 97% au bout de 6 mois. Donc, s'il y a des parents dans la salle, faites prendre la voie des études d'ingénieur à vos enfants, parce qu'il y a du boulot au bout. Et en plus, c'est bien payé, contrairement aux idées reçues. Voilà, donc ça, c'est un point. Le vrai problème derrière, c'est l'amont, c'est-à-dire de la petite école au collège, au lycée, comment on amène ce flux de jeunes. Je rappelle, il y a plus de 700 000 jeunes en âge scolaire, pour qui s'intéressent aux voies de la science et aux métiers d'ingénieur. Donc nous faisons beaucoup au niveau de notre association, qu'elle soit nationale et avec nos chapters régionaux, et je salue certains de nos représentants ici, nous allons faire beaucoup de prosélytisme, entre guillemets, dans les collèges et dans les lycées pour présenter nos métiers et tuer un petit peu dans l'œuf, un petit peu tous les poncifs. L'industrie c'est macho, l'industrie c'est masculin, l'industrie c'est sale. Je vous fais grâce de l'industrie c'est Zola, parce qu'on en est très loin. Et je donne comme exemple, moi, ce qui m'interpelle, et j'interpelle mes associations de femmes ingénieurs, expliquez-moi pourquoi les filles ne font pas du digital. On a moins de 15% de filles qui font du digital. Or, le digital, c'est pas porter des poids, c'est pas sale. Hein, tout le monde est devant un écran avec une souris. Alors peut-être que le corollaire de cette réflexion, c'est « Ah oui, mais il faut avoir fait un peu de maths pour comprendre les algorithmes ». Et comme elles ne font plus de maths, puisque les filles ont déserté les maths avec la réforme Blanquer, ceci explique peut-être cela. Mais moi, je dis aux jeunes filles, et quand je vais faire de la présentation dans les lycées, que je sache, dans votre ADN, il n'y a rien qui empêche. Voilà. Bertrand Lemoine. Oui, il y a quand même, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais enfin, il y a une baisse générale du niveau de maths en France, y compris dans les grandes écoles d'ingénieurs et même dans l'université, qui était peut-être un des fleurons de l'excellence française. Les médailles Fields, il y en a plusieurs en France, y compris récentes. Et donc l'excellence est en train de baisser. Je ne dis pas qu'elle s'est effondrée, il ne faut pas exagérer, mais c'est tout le train, y compris presque de la maternelle aux grandes écoles et à l'université, qui est en train de glisser plutôt vers le bas. Et la France a un peu perdu son statut en point de vue excellence des maths. Or, les maths, c'est quand même le fondement du métier d'ingénieur. Le métier d'ingénieur, c'est savoir aussi, pas seulement calculer, mais quantifier, organiser, hiérarchiser, etc., qui est un métier très différent du métier d'architecte. D'ailleurs, c'est deux demi-cerveaux un peu différents, à mon avis. Moi qui suis les deux, je peux en témoigner. Mais on en a besoin, et on en a d'autant plus besoin que, justement, beaucoup de nos métiers liés à la vie moderne, à la vie contemporaine, exigent ces compétences. Donc, on voit d'autres pays, au contraire, où en Chine, en Inde, le niveau est plutôt en train de monter. On a beaucoup de jeunes ingénieurs, y compris des femmes, bien sûr. Et c'est ce qu'on vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec M. Rebaud, c'est que les femmes doivent aussi s'intéresser aux maths. Les maths, c'est pas si difficile, c'est pas plus difficile que la grammaire ou que l'histoire géo. Il ne faut pas non plus penser que c'est un... Par contre, peut-être que les maths sont mal enseignés en France, y compris au niveau du collège, du lycée. On a d'ailleurs un problème de recrutement, tout simplement, de profs de maths aujourd'hui, qui désertent aussi. Donc il y a un effondrement, c'est un mouvement de descente un petit peu en spirale, et s'il y en a moins d'enseignants, on a moins d'élèves formés, etc. Donc il y a un vrai problème. Et pour revenir à Eiffel, c'est donc sur la base de sa compétence d'ingénieur, donc acquise en étant formé à l'école centrale de Paris, qui était à l'époque déjà une des très grandes écoles d'ingénieurs, qu'il a pu construire en fait une carrière, pas vraiment d'ingénieur, mais une carrière d'entrepreneur.
32 ans pour fonder son entreprise, c'est très jeune, avec des moyens extrêmement limités, des moyens familiaux. Il l'a développé petit à petit. Il n'est pas arrivé à être numéro 1 français de la construction métallique, plutôt numéro 4-5, mais quand même avec une réussite exceptionnelle qui lui vaut d'être aujourd'hui d'ailleurs l'un des ingénieurs, et peut-être même des Français, les plus connus au monde. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé l'un et l'autre du film Eiffel avec Romain Duris? Je ne l'ai pas vu, moi, encore. Bon, alors, c'est un film qui est bien fait. Moi, j'aime bien les deux acteurs sont très bons, Romain Duris et puis la jeune femme qui joue le rôle principal. Je ne me souviens plus de son nom, mais très bien aussi. Sauf que le scénario, quand même, est parti d'une idée un peu fantaisiste que Eiffel, par amour, en rencontrant à nouveau un amour de jeunesse, et qui leur a suggéré, cette jeune femme s'appelait Adrienne, suggéré de faire une grande tour. Et il a fait une tour en forme de A pour lui rendre hommage. Heureusement qu'Adrienne ne s'appelait pas Yvette. Imaginez le résultat. Bon, donc il y a quand même quelque chose d'un peu fantasmé, pas mal de petites erreurs techniques qu'on aurait pu facilement éviter. Bon, mais ça donne quand même une image plutôt positive. On s'est d'ailleurs concerté même avec la famille des descendants d'Eiffel. Ils sont assez nombreux aujourd'hui, réunis dans une association qui cherche à promouvoir non pas le mythe Eiffel, mais peut-être la réalité historique sur Eiffel. Eh bien, on s'est dit, c'est finalement un film qui rend hommage à un ingénieur, à un constructeur, d'une manière bien, sympathique. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est plutôt positif. Il n'est pas assez beau Duris quand même pour ça. Disons qu'il est quand même peut-être un peu jeune par rapport à un Eiffel qui était quand même à l'époque de la Tour Eiffel, qui a pratiquement à 60 ans. Hein. On le voit sauter à pieds joints sur une caisse. Enfin bon, il est très sportif, mais quand même. Donc il y a un petit peu de fantasme dans le film, mais globalement, c'est pas si fréquent de mettre en scène des figures d'ingénieurs. Figures d'ingénieurs, c'est plutôt les glorifier. Enfin, les glorifier. On les célébrait dans des livres ou dans des films plutôt dans les années 30. L'ingénieur Legrand dans Tintin, pas dans Tintin, dans Josette et Joko. Voilà, il y a dans des films aussi, plutôt dans les années 50, 60. Et puis aujourd'hui, c'est une figure qui s'est un petit peu estompée. Oppenheimer quand même. Oui, c'est un savant, c'est un peu les deux. C'est un peu différent. Bon, mais cette figure s'est un peu estompée, y compris dans le monde politique. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires ne sont pas des ingénieurs, ne sont plus des ingénieurs. Alors attendez, quand même, ça revient, parce que là, quand vous regardez le gouvernement, d'abord, la première ministre est ingénieure. Oui, ça c'est assez rare pour être souligné. Mais elle ne le dit pas souvent. Hein. Elle ne le dit pas souvent. Il y en a plusieurs, Sylvie Retailleau. Il y en a 3. Lescure. Voilà, qui lui le dit. Je suis ingénieur. Retailleau, je n'ai pas entendu encore. Et quand on regarde dans les cabinets ministériels, il y a un peu plus d'ingénieurs qu'auparavant. Il n'y a pas que des énarques. Mais il en faudrait beaucoup, beaucoup plus. Même à l'Assemblée nationale. Quand vous allez au ministère de l'Industrie, vous êtes reçu par des gens qui n'ont jamais fait de l'entreprise, qui n'ont pas créé, encore moins, et qui ont fait des études tout à fait respectables, soit dit en passant. C'est un peu douloureux d'aller leur expliquer le problème de la réindustrialisation. Voilà. Il nous manque des Francis Maire, il nous manque des grands patrons qu'on a connus à l'EDF et qu'on n'a pas suivis d'ailleurs à l'époque. Il nous manque des André Giraud, il nous manque des gens comme ça. Il nous manque des gens avec de la vision aussi. Alors dans la politique, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet quand même. Oui, mais qui s'est noyée dans la com. Donc c'était devenu un produit de com. Voilà. Non, parce qu'elle, c'est assez rare pour être souligné. Elle est sortie de la politique, elle a retrouvé un vrai job. C'est pas un... Oui, tant mieux pour elle. Je veux dire, et à la limite, peut-être qu'elle est plus efficace là qu'elle l'était. Moi, je me souviens de ses campagnes, puisque j'ai aussi habité longtemps à Paris, ces campagnes parisiennes. Bon, appelons un flop, quoi. Voilà. Bon, elle a été élue aussi à Longjumeau avant. Enfin, elle a quand même une vraie carrière politique. Elle était dans les bons trains, on va dire ça comme ça. Voilà, mais pour revenir à votre question, oui, moi je milite auprès de mes adhérents en disant investissez-vous. Alors c'est pas facile parce que très souvent on me dit mais tu comprends pas, j'ai déjà beaucoup de boulot, j'ai ci, j'ai là, gna. C'est sûr que si vous faites pas ça, vous laissez la place aux autres. Alors comme il y a des filières de formation qui sont faites pour remplir ces jobs, les instituts politiques de France et de Navarre, il y en a un peu partout, donc on les voit, ils finissent dans les cabinets et puis ils viennent vous expliquer comment il faut faire tourner une usine, quoi. Voilà, donc c'est un peu dommage. Alors, ceci étant, le film d'Eiffel, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, mais ce qui me fait plaisir, c'est justement qu'il y ait un film sur Eiffel, sur un ingénieur, parce que si vous regardez aujourd'hui, on est inondé de séries à la télé, nos jeunes sont inondés de séries, et ben, il y a rarement des ingénieurs et encore moins des femmes ingénieurs dedans, si vous regardez bien les thèmes. Et alors, si on revient justement à Eiffel, ce qui marque quand même sa carrière, c'est la construction métallique. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de la construction métallique? Qu'est-ce qu'on construit en métal aujourd'hui?
On construit beaucoup de choses en métal, avec des cultures techniques qui varient d'un pays à l'autre. On construit par exemple tous les bureaux en Angleterre, à Londres, ils ont construit des structures métalliques. Aux États-Unis, beaucoup plus aussi qu'en France. En France, on a une culture du béton armé, qui date de 1900, qui a été renforcée par la guerre de 14, renforcée par la Seconde Guerre mondiale, où la France, les entreprises françaises ont construit le mur de l'Atlantique en béton, sous la direction et l'autorité, bien sûr, d'ingénieurs allemands et de l'autorité militaire allemande, c'est clair. Mais donc il y avait une tradition du béton qui s'est maintenue et développée en France, y compris à travers des très grandes entreprises, qui sont très bonnes là, dans ce domaine, parmi les meilleures du monde d'ailleurs. Donc on continue à construire en acier. Le béton armé, c'est le béton avec un ferraillage d'acier à l'intérieur, et puis on fait des structures composites aussi, on a une densité de ferraillage très importante et un peu de béton autour, y compris dans les grandes tours. Donc c'est quand même une actualité qui reste présente, mais qui est évidemment moins présente qu'elle n'était au XIXe siècle, où quand Eiffel est sorti de l'école centrale en 1855, ça venait d'être, pas inventé, mais mis au point, avec des produits qui étaient des produits très simples, des plaques, des cornières, des i, des t, enfin ce vocabulaire élémentaire que je compare souvent aux 4 bases qui forment l'ADN de tout le vivant sur Terre, assemblées par dérivés. Et cette technologie, elle était mature, les méthodes de conception, de calcul étaient déjà là. Et Eiffel s'est emparé de ça, et il en a ensuite... il a profité pour développer tout ça et construire jusqu'à la Tour Eiffel. Et moi, ça me fait tout à fait penser à des ingénieurs récents, des Steve Jobs par exemple, ou même des Elon Musk, qui reprennent des technologies qu'ils n'ont pas inventées. C'est pas Steve Jobs qui a inventé le microprocesseur, mais il a eu l'idée, avec les microprocesseurs, de faire des micro-ordinateurs et que l'interface utilisateur était la chose essentielle. Elon Musk, il n'a pas inventé la voiture électrique, elle existe déjà depuis 1900. C'est même le record de vitesse en 1900, c'est une voiture électrique. La jamais contente, en forme d'obus, c'est amusant d'ailleurs. Bon, mais par contre, il a compris qu'il y avait un nouveau concept, un nouveau marché qui pouvait s'ouvrir avec une nouvelle approche, y compris industrielle, qui a fait son succès dans d'autres domaines. Donc c'est intéressant de voir que la construction métallique était une technologie évidemment importante au 19e parce qu'elle répondait aussi à ces besoins nouveaux de franchissement pour les chemins de fer notamment, de grands édifices, de grandes halles, de multiplication au fond des besoins de bâtiments et de structures que la société industrielle demandait. Aujourd'hui, on est plutôt dans la communication, dans l'intelligence artificielle, qu'on est en train de découvrir des nouveaux horizons, avec des technologies qui sont déjà matures, et peut-être que dans l'IA, il y aura dans les années qui viennent des entrepreneurs qui sauront se saisir de ça, des choses qui existent déjà, et pour les développer d'une manière différente. Aujourd'hui, la construction métallique, ça sert à quoi? Est-ce que c'est écolo? Quel est l'atout de la construction métallique aujourd'hui? L'intérêt. Je rappelle une chose, c'est que l'acier, donc qui est à partir de l'élément fer, il y a différentes formes, mais l'acier qu'on produit aujourd'hui, tout l'acier structurel utilisé en France est de l'acier recyclé, à 100%. Les tôles, c'est plutôt de l'acier extrait de minerai de fer, qu'on va raffiner dans des convertisseurs pour enlever son oxygène et pour en faire du métal utilisable. Donc c'est un matériau qu'on peut recycler à l'infini, autant de fois qu'on veut. Peut-être 99% de l'acier fabriqué sous forme de machines à laver, de voitures, de boîtes de conserve, de bâtiments, de ce que vous voulez, est recyclé. Donc c'est le matériau le plus recyclé du monde aujourd'hui. Donc c'est ça peut-être son avantage qu'on ne perçoit pas bien parce qu'on voit ça encore comme un matériau industriel. Et je suis d'accord, produit dans des usines pleines de fumée, on est noir, c'est tout sale. Non, pas du tout. L'industrie aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'image d'Épinal qu'on a issue presque du 19e siècle. Quand on visite les usines de n'importe quoi aujourd'hui, c'est super propre, il n'y a presque personne dedans, il y a énormément de machines et c'est des productions. C'est un peu le problème d'ailleurs. Pardon ? Il y a un peu moins d'emplois qu'avant. Ouais. Oui, il y a moins d'emplois, mais ces emplois, ce n'est pas seulement des emplois industriels directs qui correspondent à peut-être 10% de l'économie, mais ça génère des emplois de services, des emplois périphériques qui accompagnent au fond cette industrie. Et c'est pour ça qu'on a besoin en France de réindustrialiser en partie notre économie. Et c'est un enjeu évidemment stratégique. C'est aussi des transferts au niveau des emplois, ça crée d'autres types d'emplois, donc ça génère aussi d'autres types de demandes de formation. Moi, je suis né dans l'industrie dans les années 70, les automates programmables n'existaient pas. Puis quand ils sont arrivés, ils ont dit « Ah, le métier d'automaticien est mort ». Vous connaissez la suite. Et puis les robots. On dit si on met des robots, ben, il n'y a plus de job, mais il y a d'autres choses. Il y a du service, il y a de la maintenance, il y a de la communication, il y a du réseau, il y a du logiciel. Voilà. Et tout ça, c'est bouillonnant et c'est ça qui est bien. Alors, pour finir sur ce que disait Bernard sur l'acier, oui, il est recyclable à perte de vue si on veut bien se donner la peine. Hein, et on se donne la peine. Donc il est durable.
Donc on est dans l'air du temps. Et la deuxième chose, c'est que de plus en plus l'acier nouveau, entre guillemets, il est bas carbone, pour pas dire vert. Donc on va dans le bon sens. C'est vrai pour le béton aussi. Hein, tout le monde travaille là-dessus pour faire du béton vert et de l'acier vert, et donc de répondre à cette composante écologiste. Enfin, l'acier recyclé, il est recyclé dans des fours électriques. Alors, tout Absolument. dépend. Si vous êtes en Chine, c'est 75% de charbon. Si vous êtes en France, c'est plus de 90% d'acier, d'électricité qui est produite sans produire de CO2 ou quasiment pas. Je pense que ça va marcher. Merci à nos deux invités, on peut les applaudir. Et on a pensé... Non, ne partez pas tout de suite, Marc Rumeau, il s'est fait des amis dans la classe politique. On va faire passer un micro. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez de la présence de nos deux experts. Levez la main, celles et ceux qui aimeraient les interpeller ou approfondir un point qui a été évoqué. En général, il suffit d'une courageuse ou d'un courageux. Ouais, puis je vois qu'il y a des jeunes aussi. Monsieur devant, on vous passe le micro. Ici, sur la côte, il y a une toute petite réalisation qui est magnifique, toujours d'Eiffel, qui est la Villa Eiffel à Saint-Jean, Cap-Ferrat. Donc voilà, on ne l'a pas cité, mais c'est tout simplement parce que c'est un petit bijou. Donc, il y a au moins 5 œuvres de Eiffel sur ce que j'appelle le périmètre Côte d'Azur, et ce n'est pas que des ponts ferroviaires, ce n'est pas que l'observatoire. Donc il y a la Villa Eiffel, bien sûr. Il y en a d'autres, il y en a en région marseillaise, je vois mon collègue qui est là. Voilà, il a essaimé, lui et son bureau d'engineering, un peu partout. Hein. À Paris, derrière l'Haussmannien, souvent qui est de la très jolie pierre, vous avez de la ferraille Eiffel. C'est bien, j'avais oublié de le mentionner, puisque moi, ça me touche, parce que j'habite dans la rue où a été construite la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté. C'est rue de Chazelles à Paris, et quand vous êtes dans cette rue, vous dites comment ils ont fait pour sortir la statue. Ben, ils l'ont démontée, ils l'ont découpée. C'est génial, c'est extraordinaire comme aventure industrielle. Monsieur, une question. Oui, bonjour. On parle de béton vert, d'acier vert, et où en sont les ingénieurs verts finalement? Les ingénieurs verts, si vous allez dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, la composante verte, elle est partout. Elle est partout, elle est dans les esprits, elle est dans les enseignements. Alors on pourrait toujours penser qu'il faut plus vite, mieux. Je fais partie de ces gens-là, mais parce que moi je suis un extrémiste, ou un insatisfait permanent. Mais je milite pour ça aussi, et croyez-moi, on en discute souvent à la conférence des grandes écoles. Il y a vraiment une prise de conscience pour justement que nos jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs ont toutes ces composantes. Vous appelez vertes, mais qu'on pourrait détailler, et qui soient non seulement exposés, mais praticiens. Parce que aussi, en fait, vous n'avez pas non plus franchement le choix, parce que les jeunes qui rentrent dans les grandes écoles, elles ont des appétences aujourd'hui pour tout ce qui est vert. Oui, alors c'est une réalité, mais je crois que c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, moi quand j'étais à l'école, développement durable, ça s'appelait autrement, mais on faisait aussi du durable. Donc simplement, il faut que le monde de l'éducation, et dans les écoles, il y a énormément d'argent, entre guillemets, qui est dépensé là-dessus pour que les enseignements répondent à cette attente et pas qu'aux attentes des jeunes, parce que je pense que très souvent on vous raconte le fait que les jeunes veulent donner du sens. Ouais, ok, donc on essaye de répondre à ça, mais tout le monde veut donner du sens. Moi, ce que je réponds souvent aux jeunes, en particulier les plus critiques, c'est allez porter la critique dans l'entreprise et faites tourner la machine. C'est comme ça que moi j'ai procédé dans ma carrière. Merci Monsieur Rumeau. Une dernière question. On a des courageux, des courageuses? Une question de jeunes. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Ah oui, tous des futurs ingénieurs, je suppose. On n'a pas évoqué la figure de Tony Stark comme ingénieur. Ouais. C'est un peu un fantasme. Bien sûr. D'ailleurs, vous me tendez la perche, les métiers d'ingénieur, si vous regardez bien, c'est un horizon infini. Je crois, Bernard, tu es d'accord avec moi. Ça ne se résume pas à la mécanique. Ça, je dis ça pour les mamans qui disent que ce n'est pas un métier de fille. On trouve des ingénieurs mécaniciens, on trouve des ingénieurs hydrauliciens, mais on trouve des ingénieurs docteurs, médecins. On a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui offrent des passerelles et qui fonctionnent dans les deux sens. Des ingénieurs qui vont faire des études de médecine et réciproquement. Pourquoi ? Quand vous fabriquez une machine IRM, c'est quand même pas mal de comprendre un peu à quoi ça sert et comment ça marche le corps humain. Et réciproquement, quand le médecin utilise l'IRM, c'est pas mal qu'il sache comment fonctionne le logiciel. Donc, vous voyez, on peut aller très loin. La biotech,
Moderna, à l'origine, c'est un ingénieur, c'est un centralien qui plus est. Stéphane Moncel. Voilà, c'est un centralien, c'est un ingénieur, donc a priori, il n'a pas été formé à la biotechnologie profonde, à Centrale, je crois que c'est un centralien à Lyon, je crois, lui, ou Paris, je ne sais plus. Voilà, donc il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, on est dans le monde de la com, des réseaux, la cybersécurité, tiens, voilà un autre exemple. Qui est une nouvelle offre de possibilités, je dirais quasiment infinies, pour nos ingénieurs, en particulier pour nos jeunes, et en particulier aussi pour les filles. Merci encore à tous les deux. Attends, je voudrais juste rajouter une chose, parce que la question de monsieur, elle Oui. sous-entendait que l'industrie, les métiers d'ingénieur qui sont fortement liés à l'industrie, et pas que, est contradictoire avec l'idée du vert, avec l'idée du durable, avec l'idée... pas du tout. Pas du tout, et parce qu'à un moment donné, on avait le fantasme de faire une économie sans usine, totalement immatérielle ou dématérialisée. Non, on s'aperçoit quand même qu'on a besoin de produire des choses physiques, concrètes, et pas seulement des réseaux ou de l'immatériel. Et il n'y a pas aujourd'hui, toute l'industrie, elle est très consciente qu'il faut économiser l'énergie, il faut économiser les ressources, il faut pouvoir recycler, et les industries du recyclage sont très puissantes, et très, très bien installés dans beaucoup de domaines, et elles le font de plus en plus. Et donc, on est dans une espèce de perception qui rejoint la perception surannée de l'industrie qu'on peut encore avoir en France, notamment. Et donc, il faut peut-être dépasser ça pour aller plus vers le vert et vers l'avenir. Et d'ailleurs, si vous voulez prolonger la discussion, je vous informe que Bertrand Lemoine dédicace tout de suite, ça se passe à l'entrée, son ouvrage Gustave Eiffel, une vie monumentale. On vous applaudit à nouveau et on se retrouve dans 1 minute pour parler mobilité urbaine silencieuse et durable. À tout de suite.